Bonsoir à toutes et à tous. Le Centre d'art et de culture du Fonds social juif unifié est heureux de vous proposer ce nouveau rendez-vous de Rachi. Alors, pendant cette période perturbée où beaucoup d'entre vous sont isolés, nous vous proposons un tant soit peu de garder un lien au travers de débats, de rencontres, de dialogues en ligne et en direct autour de sujets culturels et qui font l'actu. Un grand merci à nos collègues de la radio RCJ qui mettent à notre disposition leur studio dans le cadre de ces soirées. Alors tout au long de ces rencontres, vous avez la possibilité, vous le savez, d'interagir avec nos invités en posant vos questions en direct sur vos écrans. Les questions seront citées en fin de soirée et nos invités y répondront. Vous avez également la possibilité de vous procurer les livres de nos invités dans l'onglet blog de votre écran. Les liens vous renvoient sur le site de la librairie.com, un collectif de libraires indépendants que le Fonds social juif unifié est heureux de soutenir en cette période de crise. Je souhaiterais également vous rappeler que le Fonds social juif unifié mène toujours actuellement la campagne solidaire de la Tzedaka qui permet de soutenir 20 000 familles défavorisées en grande détresse sociale. 26 parrains nous accompagnent cette année pour tout savoir de cette campagne et nous aider concrètement. Un seul site, tzedaka.fsju.org. Enfin, un petit rappel de nos prochains rendez-vous culturels. Alors d'abord ce 17 décembre à 20h, un concert spécial Hanouka avec le pianiste Marc Fischel et Franck Segui à la clarinette en ligne et en direct de l'espace Rachi. Et puis le grand événement de la rentrée 2021, le premier festival français du film juif, une programmation exceptionnelle de 11 films, pour la plupart inédits, qui viennent du monde entier et que vous pourrez voir en ligne de chez vous, sur votre canapé, du 19 janvier au 1er février. Pour tout savoir de cette programmation, une seule adresse, culture-juive.fr. Alors c'est une rencontre littéraire que nous vous proposons ce soir avec à l'honneur l'un des plus remarquables écrivains israéliens, Aaron Appelfeld, à l'occasion de la traduction posthume de son roman Mon père et ma mère, paru aux éditions de l'Olivier. Aaron Appelfeld, l'amour plus fort que la mort, c'est le thème de cette soirée. Pour en parler, nous avons le privilège de recevoir l'écrivaine Valérie Zenati, traductrice de Aaron Appelfeld. Elle sera en conversation avec l'écrivain et éditeur Gilles Rosier. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Merci Fabienne pour cette introduction. Valérie, bonsoir. Bonsoir Gilles. Je suis très honoré de vous donner la parole ce soir et ravi. Nous allons parler de deux livres. Le dernier roman paru de Aaron Appelfeld, sa traduction est posthume, il l'avait publié de son vivant en Israël. Mon père et ma mère, publié aux éditions de l'Olivier il y a quelques mois. Et votre propre livre, Dans le faisceau des vivants, publié à l'Olivier en 2019, où vous évoquez votre relation avec Aaron Appelfeld et son décès, cette période de son décès, qui, vous me l'avez appris juste avant cette émission, vous venez de l'apprendre par un message, vient de recevoir le prix Écriture et Spiritualité. Et il vient de paraître en poche aux éditions Point. Tout à fait. Alors, l'amour plus fort que la mort, quand Fabienne m'a dit comment est-ce qu'on pourrait appeler cette rencontre, ça m'a paru évident, puisque Appelfeld parle de ses parents. Et que vous parlez de votre relation avec Appelfeld. C'est évidemment une citation du Cantique des Cantiques, comme on sait. Vous êtes la traductrice d'Aaron Appelfeld depuis son 4e livre traduit en français, à savoir Histoire d'une vie, Sipur Chaim, paru aux éditions de l'Olivier en 2004. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenue sa traductrice ? Alors, d'une manière assez simple, j'ai découvert l'œuvre d'Aaron Appelfeld en 2002 en préparant l'agrégation d'hébreu moderne. Un de ses romans était au programme, c'était Torah Plaot en hébreu, Le temps des prodiges en français, traduit par Arlette Pierrot. Qui est son premier livre publié en français. Et c'était le premier livre de lui que je lisais, et je me souviens très très bien que, bon, comme vous le savez, il faut préparer une agrégation, demande beaucoup d'investissement, et il y avait plusieurs sujets de Bible, Talmud, Midrash.
Et là, je crois que j'ai dû passer la moitié du temps de préparation sur le livre d'Aaron et sur la bibliographie qui le concernait. Parce que j'ai eu le sentiment, je l'ai lu en hébreu, en français, en hébreu, j'ai fait des allers-retours entre l'original et la traduction, et j'ai eu le sentiment immédiat d'un mystère dans cette écriture apparemment simple ou limpide, d'un mystère qui me fascinait et qui a poursuivi de me hanter après le concours. Et à ce moment-là, hasard des choses, je suis allée en Israël. L'amour soudain venait de sortir. Un roman d'Aaron qui s'appelle L'amour soudain. Je l'ai lu et je me suis aperçue en hébreu qu'il n'était plus traduit en France. Les premiers livres que vous avez évoqués datent du milieu des années 80. Aaron avait été publié d'abord chez Belfond, puis chez Gallimard. Et puis Gallimard avait cessé de le publier. Il n'intéressait plus. Et donc là, je suis allée voir Olivier Cohen. L'histoire est un peu plus longue, mais c'est ce qui s'est passé. Je lui ai dit, il y a un nouveau roman qui vient de sortir d'Aaron Appelfeld, on ne peut pas passer à côté. Et lui avait entendu parler d'Histoire d'une vie, et j'ai traduit les deux qui sont sortis simultanément en 2004. Ah oui, vous avez traduit les deux en même temps. Les deux en même temps, et c'était mes toutes premières traductions. Je n'avais jamais rien traduit. Mais c'est quand même Histoire d'une vie qui a été publié en premier. Non, ils sont sortis en même temps. C'est vraiment simultanément. D'ailleurs, je me souviens avoir traduit les deux parce que je voulais à tout prix traduire L'amour soudain. Et Histoire d'une vie venait d'être publié en Allemagne. Et je crois que ça avait permis à Olivier Cohen d'en entendre parler. Et donc, il m'a demandé de traduire les deux livres. Et puis, il m'a dit, mais selon toi, lequel faudra-t-il sortir en premier? Et là, je lui ai dit, les deux. Alors, vous êtes éditeur, vous savez que sortir deux grands formats d'un auteur qui n'a plus de public en France, ou quasiment plus, c'est un vrai pari. Il a réfléchi, il m'a dit d'accord. Et là, il a fait quelque chose qu'il a appelé l'opération Appelfeld, pour reprendre le titre du livre de Philippe Roth, Opération Shylock, dans lequel Aaron Appelfeld est un personnage. Donc, il a fait une opération Appelfeld avec la publication de ces deux formats, Histoire d'une vie et L'amour soudain, deux grands formats, et 3 ou 4 rééditions en poche. Plus Gallimard sortait, heureux hasard, cette année-là, les entretiens de Philippe Roth avec plusieurs écrivains, dont Aaron dans Parlons Travail. Et ça a fait une sorte de... Effectivement, c'était une vraie opération. Ça a ouvert quelque chose. Il a eu le prix Médicis aussi pour Histoire d'une vie, mais oui, ça a produit une grande ouverture dans l'accès à son œuvre. Il a eu le prix Médicis, mais il s'est passé quelque chose avant qu'il reçoive le prix Médicis, si j'ai bon souvenir. Autour du livre? Oui. Ah oui. Dès l'été, effectivement, il y avait une sorte de grand bouche à oreille, et d'ailleurs, qui n'a pas toujours été, qui n'était pas forcément maîtrisé, qui était très spontané, parce que je me souviens en effet qu'il y a juste avant le prix, peut-être 2 mois avant, Aaron est venu à Paris rencontrer des journalistes, et on a fait une rencontre à Strasbourg organisée par la librairie Kléber. Donc le livre venait de sortir 2 semaines auparavant, 3 semaines. Il y avait eu 2 articles dans les journaux, et il y avait 500 personnes dans la salle. Les gens étaient étaient debout par terre, assis sur des chaises. Même Olivier Cohen me disait, mais d'où viennent-ils? Et ils étaient là. Donc c'est ainsi, mais il faut dire que Histoire d'une vie est un livre particulièrement exceptionnel dans la bibliographie de Aaron Appelfeld. Et à titre personnel, donc vous avez commencé à traduire, et quel a été votre premier contact avec l'auteur, ou votre première rencontre, si vous pouvez nous raconter ça? Alors je dis souvent que à mon sens, on s'est rencontrés pour la première fois plus d'une fois, et je pense qu'il y a une rencontre qui est antérieure à nos rencontres de ces années-là. Mais bon, ça relève un peu d'une forme de croyance ou de mysticisme. Mais il y a eu, on va dire, 2 rencontres, où la rencontre s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, lorsque Olivier Cohen a négocié les droits de l'œuvre d'Aaron, parce qu'il était entendu d'emblée qu'il allait publier, qu'il souhaitait s'engager dans la publication de l'œuvre et pas d'un seul livre. Donc il a dû négocier les droits avec son agent. Et lorsque j'ai appris que les choses allaient se faire, je l'ai appelé. Je l'avais jamais rencontré, je lui avais jamais parlé. On m'a donné ses coordonnées, je l'ai appelé, c'est lui qui a décroché. Et voilà, pour la première fois ce soir-là, j'ai entendu. Donc c'était en 2003, début 2003.
Pour la première fois ce soir-là, j'ai entendu la voix d'Aaron je me suis présentée et il y a eu une sorte d'exclamation extrêmement chaleureuse au bout du fil et comme un émerveillement, un étonnement, une joie, puisqu'on lui avait dit qu'une jeune femme voulait le traduire. Donc il y a eu cette discussion et tout de suite il m'a dit, tu sais, moi je ne lis pas le français. Ce qui est très important, c'est que le texte soit accessible en français. Et il me dit, je te fais confiance, sens-toi libre de rendre le texte accessible en français. Mais alors, ce qui est très étonnant dans ce que vous racontez, c'est que par ailleurs, dans certains témoignages et dans certaines de ses œuvres, il raconte combien l'expérience, enfin les épreuves liées à la guerre qu'il a traversée, lui avaient donné une défiance à l'égard des êtres humains, et que finalement, au sortir de la guerre, il avait plus confiance dans les animaux que dans les êtres humains. Bien sûr. Mais en fait, dans ce que vous racontez, et puis bon, moi, il m'est arrivé de le rencontrer, c'est quelqu'un qui, d'emblée, rentrait en relation avec les gens. Oui, de manière extrêmement directe, profonde et immédiate. Et je pense que rebâtir la confiance a été l'affaire d'une grande partie de sa vie. Pas forcément de toute sa vie, je m'autoriserai pas à le dire, mais quand je discutais avec lui, quand il m'arrive encore aujourd'hui de discuter avec sa femme, Judith, elle raconte bien que même et sans entrer du tout dans son intimité évidemment, mais même ses premiers livres, ses premières nouvelles témoignent d'une crispation très grande. Ce sont des héros solitaires, ils n'ont pas de famille, ils portent vraiment cette blessure d'une solitude extrême. Et Aaron avait aussi bien une défiance à l'égard des êtres que du langage d'ailleurs. Et lui disait très souvent que selon lui, après la guerre, et je pense que pour lui c'était un projet à la fois politique, total et intime, il disait la question de savoir Dieu existe ou pas, c'était pas la question. La question était comment rebâtir la confiance en l'homme, comment la restaurer. Et je crois vraiment qu'il a fait tout ce chemin. Moi, lorsque je l'ai rencontré, il avait 70 ans. Et il avait fait ce chemin. Et j'en parle un peu dans le Faisceau des vivants. Après la mort d'Aaron Appelfeld, j'ai regardé sur Internet plusieurs vidéos de l'époque où je ne le connaissais pas. J'avais besoin de m'approcher de lui avant cette rencontre-là. Et donc, j'ai vu des vidéos des années 70 et 80. Et bien sûr, c'est Aaron, c'est sa voix, c'est la mélodie de sa voix, mais c'est un être qui est plus fermé, même physiquement, sur lui-même, que dans les années où on a pu... Je sais pas, quand vous l'avez rencontré, en quelle année ? En 2004, je crois. 2004, à la sortie des livres. Absolument. Voilà, ouais. Donc ce n'était pas l'homme qu'on a pu rencontrer en 2004, je crois. Alors, mon père et ma mère, Aviv et Imi, oui, en hébreu, l'auteur raconte l'été 1938, les vacances dans un lieu de villégiature où il n'y a que des juifs. En fait, c'est un lieu où seuls les juifs vont en villégiature, au bord du Prout, donc une rivière qui traverse la Bucovine. Et l'auteur, si je compte bien, puisqu'il est né en 32, il a un petit peu plus de 6 ans. Est-ce que vous... Enfin, je vous ai entendu dire parfois dans des interviews qu'il ne raconte pas l'histoire, il écrit des romans. Mais est-ce que ça semble vraisemblable que tous ces souvenirs qu'il raconte datent de l'âge de 6 ans ? Non, parce que, et là je me permets de le dire parce qu'on en a parlé, évidemment, et puis il s'en explique un petit peu, je trouve, au début de Mon père et ma mère, mais à ce moment-là, Aaron Appelfeld a 6 ans. Or, et il a très précisément... D'ailleurs, pendant ses vacances, si on calcule, puisqu'il est né le 16 février 1932, si on calcule, il a 6 ans et 7 mois. Ce qu'il dit dans le livre. À ce moment-là, il dit 10 ans et 7 mois. Ah oui, 10 ans. Il répète, on lui pose à au moins 4 reprises, à 3 ou 4 reprises, quel âge as-tu ? Et il dit 10 ans et 7 mois. C'est-à-dire que c'est déjà un indice qu'Aaron place là, puisqu'il sait que sa date de naissance est connue. C'est un indice pour dire attention. Nous sommes donc dans une fiction, puisqu'à ce moment-là, le petit Erwin, qui est le héros du livre, et qui est une émanation du petit Erwin de l'époque, est plus grand que l'âge réel d'Aaron à ce moment-là. Donc je pense que toute l'œuvre d'Aaron se situe dans ce décalage, qui n'est pas une prise de distance,
total et revendiqué comme tel. C'est un décalage qui lui permet à la fois de restituer quelque chose du souvenir, des scènes restées dans sa mémoire, mais il n'aimait pas ce mot-là d'ailleurs, et d'y ajouter certainement le lien qu'il a entretenu avec ces scènes-là tout au long d'une vie. Et c'est pour ça que ce livre, dont je pourrais parler des heures, et qui est un motif repris depuis Badenheim, depuis un de ses tout premiers livres, depuis Badenheim, les eaux tumultueuses, et même le temps des prodiges dont je parlais, dont la première partie se passe avant-guerre dans une villégiature du même type. Tous ces motifs qu'il a travaillés tout au long de son œuvre aboutissent ici, justement parce qu'il a entretenu avec ses souvenirs une proximité qui a enrichi les souvenirs. Vous voulez dire que le motif, c'est les dernières vacances avant la catastrophe. Oui. Exactement. Et si je peux me permettre, lorsqu'il m'a parlé de ce livre, parce que c'est un des livres dont j'ai suivi l'écriture, puisque je connaissais déjà Aaron au moment où il a écrit. Il a été publié en 2013 en Israël, et il a dû commencer à m'en parler vers 2010. Il avait déjà écrit une version, et la méthode d'Aaron, c'était d'écrire, de laisser reposer 3, 4, 5 ans le texte, et d'y revenir, puisqu'il disait que lorsqu'on termine un livre, on est amoureux du texte, et quand on est amoureux, on ne voit pas les défauts. Donc il attendait de ne plus être amoureux de son texte, et il y retournait. Et il y retournait vers 2010, et il m'a dit, pour moi, ce livre contient toutes mes vacances avec mes parents. C'est-à-dire des bribes. Mais est-ce que les personnages qu'il décrit, parce qu'il y a beaucoup de personnages, des personnages magnifiques, est-ce que les personnages, vous pensez qu'ils ont existé? Non, je pense qu'ils sont, comme tous ces personnages, la fusion de peut-être quelques personnes aperçues avant-guerre, mais aussi après-guerre. Aaron Appelfeld disait entre autres que il aimait vivre en Israël pour une raison. C'était quelqu'un qui était plutôt apolitique et qui s'était démarqué d'une idée. Il n'en parlait pas du tout dans son œuvre. Voilà, il n'en parlait pas. Mais il aimait vivre en Israël parce qu'il disait je suis près des rescapés, des réfugiés, et j'ai envie d'être près d'eux. Et je pense que ces personnages sont le fruit d'observations, de scènes d'enfance, mais d'observations très contemporaine, et je suis sûre que il faudrait un peu de temps, mais qu'on pourrait retrouver au contraire des gens bien réels, bien vivants aujourd'hui encore, qui ont fusionné avec des personnages d'avant-guerre. Il raconte notamment dans un magnifique documentaire que j'ai découvert ce matin, à Shulchan Shel Appelfeld, de 2004, qu'il a réussi à vivre en Israël à partir du moment où il a retrouvé un café où se retrouvaient ces personnes originaires de Bukovine, etc. C'est-à-dire à partir du moment où il était plus dans le mythe de l'homme juif hébreu. Ah oui, tout à fait. Et ces retrouvailles ont donné naissance à un livre qui s'appelle Laila Ve'od Laila. Très beau livre. Voilà, qui n'est pas encore traduit. Et évidemment que j'ai pour projet de traduire. Et aussi un autre livre, un beau livre, comme on dit, sur les cafés de Jérusalem, avec des tableaux de son fils. Mais parce qu'il écrivait dans les cafés. Il écrivait dans les cafés quasiment jusqu'à pas tout à fait jusqu'à la fin, mais quasiment. Notamment au café Bet Tiro. Tout à fait. Que sans doute beaucoup d'auditeurs connaissent. Oui. Alors, ce livre parle du dernier été avant la fin du monde, d'une certaine manière. Et souvent, les personnages se disent, à la fin des vacances, il y a toujours la sensation que ça va être la fin. Mais ça va d'abord être la fin des vacances. Et il y a notamment des personnages qui disent, après la fin des vacances, on ne se verra plus. Ce qu'on dit quand on part du Club Méditerranée. Tout à fait. Mais là, ça prend une dimension considérable. Je voudrais savoir, et là on va revenir à vous, traduire ce livre après la disparition de son auteur, quelle sensation ? Alors c'est une question que j'ai commencé à me poser à la mort d'Aaron Appelfeld. Puisqu'à ce moment-là est parue ma traduction des jours d'une stupéfiante clarté, et je savais qu'il y aurait un prochain livre, et je me disais mais comment ça va se passer, voilà, comment traduire sans l'appeler, parce qu'on avait nos petits rituels. Je l'appelais lorsque je commençais une traduction, et puis on s'appelait beaucoup pendant la traduction, et puis à la fin aussi.
très précisément le jour où j'étais arrivée au bout du livre, et c'est là qu'on en parlait aussi beaucoup. Et je me suis posé cette question, puisque pour moi, de toute façon, traduire Aaron Appelfeld, c'est entendre une voix, et comment entendre sa voix alors que lui n'est plus là. La réponse est venue assez vite, parce que la voix d'un auteur est dans ses livres. Donc là, j'ai approché de très près ce qui est le cœur, je pense, de la force littéraire, de la littérature. La voix de l'auteur n'a pas besoin, évidemment, du corps de l'auteur et de son existence physique. Et d'ailleurs, ça a été troublant, parce que quand j'ai ouvert, j'ai apporté le livre là, quand j'ai choisi de traduire à Vive et Imi, et je l'ai ouvert, et évidemment, dès la première phrase, j'ai entendu donc la voix d'Aaron sur ces mots. Ça a été très troublant, mais très beau aussi. La voix était là. Ensuite, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à traduire les premières pages. Il y avait quelque chose qui... Je sais pas, je pense que cette émotion d'entendre sa voix alors qu'il n'était plus là me perturbait, et j'ai mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à traduire les premières pages. Et puis ensuite, ça s'est débloqué lorsque je suis allée, j'étais invitée à la campagne cet été-là, et le fait de me retrouver dans la nature, très proche de la nature, j'avais la possibilité de traduire avec les champs, les vaches, une forêt devant moi. La présence de la nature m'a permis d'entrer dans le texte, et là, je n'ai pas, j'avoue, ne pas avoir pensé une seconde en traduisant qu'Aaron n'était plus là. J'étais dans le texte avec ses personnages. Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de Mon père et ma mère? Volontiers. Que vous avez choisi, vous. Absolument. J'ai apparemment hérité de ma mère le goût de l'écriture, l'ouverture aux autres, l'émerveillement, la capacité à accepter la réalité sans se plaindre, à donner sans demander pourquoi. Je veille farouchement sur ce don, ou plutôt sur ces dons. La présence de mon père en moi ne me permet pas de m'abandonner complètement. Il scrute, soupèse, dissèque. J'ai pensé autrefois que mon père était mon grand obstacle, qu'il m'empêchait de déployer mes ailes. À présent, je sais que sans lui, je me serais dispersée. Je n'aurais pas été concis, ni n'aurais cherché la précision. L'écriture exige une sensibilité violente, un imaginaire enflammé, un don de soi. Mais sans une part de rationalité et de précision, les résultats de cet effort s'apparentent à une bouillie informe. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette lecture? Est-ce que vous ressentez ça quand vous lisez Appelfeld? Oui, alors peut-être que je peux dire que je le ressens après coup, parce qu'effectivement, dans ce livre, il fait face à ses parents, et le titre le dit bien, à son père et à sa mère. Et je pense que j'étais heureuse du choix de ce passage, parce que ça permet de dire aussi qu'on est là face à un projet littéraire, comme il y en a peu finalement. Moi, je connais pas beaucoup de textes où un écrivain écrit sur son père et sa mère. On a des livres sur le père, on a des livres sur la mère. Mais les deux, à la fois réunis et distincts, puisqu'il est distinct, le livre ne s'appelle pas Mes parents, montre qu'il y a un projet très précis qui est celui vers la fin d'une vie, non pas d'analyser, mais d'aller chercher au plus loin ceux qui ont pu être, voilà, de comprendre qui étaient ces gens qui lui ont donné la vie, et qu'est-ce que lui a reçu d'eux. Cette notion de transmission, d'héritage est très importante, et on a dans tout le livre une sorte de mouvement de balancier entre le père et la mère. Le père, tel qu'il le décrit ici, plutôt cynique d'ailleurs lui. Mais moi je trouve ça très drôle. Il y a des passages qui m'ont fait rire ou sourire en les traduisant, parce que vous évoquiez ce lieu où vont les Juifs de Tchernovitz. En traduisant, je me disais, voilà, en France, ça aurait pu être Deauville ou Juan-les-Pins. Mmh. Et j'imagine très bien un membre du couple, homme ou femme, dire mais c'est hors de question qu'on y aille, qu'on y retourne. Il y a vraiment ça chez les parents. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le père n'aime pas tellement les Juifs. Le père il s'en tient à distance. Il s'en tient à distance, et il n'aime pas les Juifs lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils font communauté.
Ce sont des juifs assimilés et ils pensent que le judaïsme doit être une affaire intime, personnelle, pas forcément religieuse ou surtout pas religieuse et surtout pas ancrée dans la communauté. Et alors on peut le trouver presque désagréable, peut-être certains diront mais c'est quoi cet agacement face aux juifs qui se retrouvent en groupe, en communauté, qui ont envie de passer des vacances ensemble. Mais à un moment donné, il a une phrase dans le texte où il dit, à la fin, il dit mais bien, que chacun aille vers son destin, l'essentiel c'est qu'il y aille seul et que nous ne soyons pas ensemble. Et là, je pense que le lecteur ne peut pas s'empêcher de se dire mais en quelque sorte, le père pressent déjà qu'ils sont condamnés en tant que communauté, en tant que groupe indistinct, où il n'y aura plus d'individus. Et donc son agacement, pour moi, est poignant. Et la mère, en revanche, voilà, c'est une femme très sensible et qui aime, très humaniste. Et je crois qu'il avait envie à la fois de les distinguer, d'examiner ce qu'il avait reçu de chacun. Et en effet, quand il parle de son écriture, chez Aaron Appelfeld, il y a ce mélange de grande sensibilité, mais de retenue, de pudeur. Il traque la sensiblerie, qui était peut-être son ennemi premier. Oui, et d'ailleurs, à ce propos, j'ai noté un passage où, en fait, il fait parler à un auteur, parce que parmi les personnages, il y a Karl Koenig, un auteur, et il y a un passage qui dit « Karl Koenig expliqua que le sentimentalisme corrompt la moindre parcelle de littérature. Oui. Il faut l'arracher comme une mauvaise herbe. Chaque mot sentimental est comme une écharde plantée dans la chair. Oui. » Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était Appelfeld qui parlait là. Ah oui. Mais il parle alors... il parle à travers tous ces personnages. Mais évidemment, l'identification à Karl Koenig vient spontanément à l'esprit, mais bien sûr c'est lui qui parle, évidemment. Alors, j'ai trouvé, en faisant quelques recherches, un témoignage, mais c'est la seule fois, vous me direz si c'est corroboré ou pas, où il raconte qu'il a retrouvé son père en 1957, et voilà ce qu'il dit. Alors, la traduction est de moi-même, donc soyez un petit peu indulgente. Je m'adresse à lui en allemand, Herr Appelfeld. Il descend de l'échelle, me regarde et ne parvient pas à dire un mot. Seules des larmes le submergent et pendant une journée entière, sa bouche ne peut émettre un son, si ce n'est des pleurs terrifiants. Il ne me dit pas qu'il est mon père, je ne lui dis pas que je suis son fils. Jusqu'à présent, je n'ai rien pu faire de ça. Cela ne me procure que des larmes, je ne peux pas y toucher, je ne peux pas, toujours pas. Peut-être dans 20 ans, je pourrais toucher ces flammes. Donc, la rencontre date de 1957. Il vous a parlé de cette rencontre ou il en a parlé dans son œuvre ailleurs ? Dans son œuvre, jamais. Et justement, moi, il m'en a parlé et c'est un sujet vers lequel j'essayais parfois, dans les conversations, de l'entraîner un petit peu. Et en effet, au début des années 2000, il espérait parvenir, parfois il dit j'espère dans 10 ou 15 ans arriver à m'approcher de ça. Parce qu'évidemment, cette rencontre avec ce père qu'il a cru mort, sa mère est morte non loin de lui, il a entendu mourir, il savait avec certitude qu'elle était morte. Mais son père, et même dans Histoire d'une vie, il ne raconte pas ses retrouvailles. Son père est déporté avec lui dans un camp en Transnistrie, et ils sont séparés, et Aaron Appelfeld s'échappe du camp, et il ne dit plus à aucun moment dans l'Histoire d'une vie ce que devient son père. À la fin de la guerre, il n'a pas retrouvé ses parents. Il parcourt l'Europe sans ses parents. Enfin, le père n'est plus là. Donc il a été orphelin. Il a vraiment été orphelin. Il n'a pas été un enfant qui était dans l'attente de retrouver son père. Et ces retrouvailles qui sont venues bien tard, évidemment, lorsqu'on raconte cette histoire, lorsque lui l'a racontée, les gens lui disaient « Mais pourquoi ne pas en faire quelque chose, un livre ?» Non, il se méfiait beaucoup de ce qu'il pouvait écrire. Mais est-ce qu'il a gardé des contacts avec son père ? Oui. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que les retrouvailles avec son père lui ont permis aussi de retrouver une partie de sa mémoire. Et puis ensuite, son père a travaillé en Israël, il a appris l'hébreu, il a travaillé, il a fait partie des gens qui ont établi le système d'imposition en Israël. C'était quelqu'un de très cartésien et dont il a été proche à sa manière jusqu'au bout, mais il leur avait manqué des années. Alors, Appelfeld a écrit 43 romans, je crois, oui, quelque chose comme ça. Par roman et recueil de nouvelles. Oui. Il y en a 15 ou 16 qui sont traduits en français.
À partir de Histoire d'une vie, donc Oui. Au moment où il rencontre le succès en France, les traductions ont été un peu chronologiques, c'est-à-dire quand il paraissait un livre en Israël, quelques années après, 1 an ou 2 ans, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais on a suivi. Voilà, en tout cas, tous les livres qui ont été publiés en France après Oui. datent d'après Histoire d'une vie en Israël, grosso modo. Sauf justement Ritzpat Haesh, qui a été traduit par Les Eaux tumultueuses en français et qui est beaucoup plus ancien. D'accord. Et est-ce que vous intervenez dans les décisions concernant les prochains romans à traduire? Oui. Alors c'est une décision collective évidemment, mais dans laquelle j'ai ma part parce que personne ne peut le lire en hébreu. Oui. Je me doute. Aux éditions de l'Olivier. Parfois les livres sont traduits en anglais, mais pas toujours. Certains sont. Puis on est plus rapide aujourd'hui sur les traductions d'Aaron Appelfeld que tous les Américains, notamment. Mais c'est une discussion, oui, c'est vraiment collégial parce qu'en général je parle de 2 ou 3 livres. Puisqu'il faut bien comprendre que comme l'œuvre d'Aaron Appelfeld n'a pas été traduite pendant une quinzaine d'années, 15-20 ans, de toute façon, la publication chronologique était impossible. On a pris les choses en cours de route. On les a reprises en cours de route. Donc, on va continuer d'offrir aux lecteurs français la publication des traductions, mais dans un ordre qui sera... Voilà, qui obéira à une autre logique que la simple chronologie. Et alors, jusqu'à présent, l'immense majorité des livres qui ont été traduits parlent de l'époque de Tchernovitz. Il a un certain nombre de livres qui se passent en Israël, dans ce milieu notamment de rescapés. Et souvent, il parle du double paysage de l'immigré. Oui. Donc, son œuvre est nimbée de ce double paysage. C'est vrai. Et est-ce que c'est une volonté de rester sur l'Europe d'avant le génocide ou de pendant ou d'après, hein, il y a vraiment une géographie. Je pense que chez Aaron Appelfeld, il y a une géographie, oui, qui certes peut être reliée à une géographie concrète, mais il y a une géographie temporelle. Donc il y a effectivement les livres d'avant-guerre, dont fait partie celui-ci, qui sont juste l'avant, quelques-uns qui se déroulent aussi pendant, mais surtout juste après. Et puis il y a des livres qui sont plus de l'ordre je dirais presque du Midrash et de la Haggadah, comme Floraison sauvage, qui a pu dérouter. Ça serait intéressant de consacrer peut-être même plus qu'une émission, mais je pense que le public français attend aussi certaines choses d'Aaron Appelfeld. Floraison sauvage est un livre qui se passe pas du tout avant la guerre, ni après, ni pendant. Il se passe au 19e siècle. C'est un roman faulknérien extraordinaire, mais qui a pu dérouter les lecteurs justement parce qu'il ne se situe pas dans cette question-là de la guerre. Alors, je crois que pour l'instant, on a fait des propositions pour donner justement, si on lit tout ce que j'ai traduit, on s'apercevra qu'on est dans quand même des registres et des tonalités différentes. Et l'idée, c'est de continuer d'élargir cette géographie-là. Est-ce que Alors, parlons des personnages maintenant. Qu'est-ce que vous diriez de sa manière de décrire les personnages? Alors, moi, je les vois, et ça, c'est une condition sine qua non pour moi de traduire, c'est de les voir. Parce que si je ne vois pas les personnages et si je ne vois pas le lieu, je suis incapable de traduire. Donc, j'ai vraiment besoin de voir tout ce qui est écrit. Pourtant, les lieux, c'est très flou. On ne sait jamais vraiment où ça se passe. Et les personnages, d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, cette jeune femme que tout le monde appelle P, est-ce qu'il est dit à un moment donné qu'elle est blonde ou brune? Pas du tout. On ne sait pas si elle est blonde, on ne sait pas si elle est brune, on ne sait pas si elle a les yeux bleus. Ça, Aaron Appelfeld l'a dit souvent lorsqu'il venait en France. Il disait qu'il avait une de ses écoles d'écriture, outre Kafka et les contes de Rabbi Nachman, c'était d'abord et avant tout la Bible, le texte biblique. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose, parce que le texte biblique, c'est plusieurs textes et plusieurs styles, mais ce qu'il aimait dans la Bible, et je pense notamment dans les premiers textes, dans Bereshit, c'est cette économie. Il dit, mais Abraham, est-ce que quelqu'un peut dire s'il était grand, petit, chauve? Enfin bon, il s'amuse à lunettes, il disait parfois pour faire rire les gens. Donc, il ne décrit pas. On sait si les gens sont grands ou petits chez lui, en général, robustes ou frêles. C'est plutôt, voilà, robuste ou frêle. Mais la description d'un être chez lui
ne devait pas passer par une description de son apparence physique. Et d'ailleurs, il ne s'intéressait pas à ça, mais plutôt par une façon, par petites touches, de capter les intonations, les regards, le caractère. Et c'est ça qui forge. C'est vrai que moi, je les vois, les personnages, mais en réalité, ils ne sont pas décrits. Donc leurs attributs moraux, leur caractère. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'il est décrit. Alors il y a un autre personnage qui est tout à fait extraordinaire dans ce livre, qui est le docteur Zeiger. Oui. Et je voudrais citer à nouveau, parce que le docteur Zeiger parle beaucoup des Juifs. Oui. Il connaît les Juifs en tant que médecin. Tout à fait. Et donc il dit à un moment donné, ses frères juifs sont toujours anxieux, nerveux. Ils prennent une ombre pour un ennemi armé. Ils partent tous les ans en vacances mais ne savent pas vraiment se reposer, emportant avec eux leurs angoisses qui se sédimentent, et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils courent les médecins, paniqués, réclamant l'impossible. Leurs angoisses inguérissables sont la source de tous leurs maux, réels et imaginaires. Là, on est à Jean Lépin aussi. Oui, ou je pense à Jérusalem. Enfin, je pense que Aaron disait toujours, je n'écris pas sur le passé. Et donc cette observation-là, oui, c'est celle du père, enfin c'est du docteur Zeiger à avant-guerre, mais là aussi c'est la voix d'Aaron, et c'est Aaron observant observant l'inquiétude, l'anxiété juive qu'il détectait très vite et pour laquelle par laquelle il était touché, amusé, et tu pouvais peut-être l'agacer aussi, mais de toute façon, enfin ces mots n'ont pas lieu d'être parce qu'il n'était pas dans le jugement, il constatait. Effectivement, il constatait ces traits-là. Alors, je l'ai entendu dire une fois que il avait appris le yiddish parce que il considérait qu'il ne pourrait pas aller au plus profond de la culture juive sans connaître la littérature yiddish et la culture yiddish. Mais est-ce que vous diriez que son œuvre est une œuvre profondément juive ? Je pense qu'elle est juive aussi, mais pas seulement. Et sa langue d'ailleurs. Moi, dans l'hébreu d'Aaron Appelfeld, justement, quand j'entends parfois une intonation yiddish, et il le dit. Certains personnages peuvent dire après-guerre, eh bien, demanda-t-il d'un ton d'avant-guerre. Et moi, j'entends que ce ton d'avant-guerre, c'est évidemment une intonation qui vient du yiddish. Je pense que sa langue, aussi bien que sa littérature, est au croisement évidemment de fondements juifs, mais aussi d'une culture allemande. Il y a une influence de Thomas Mann, mais il y a aussi une influence proustienne dans l'approche, donc d'une culture européenne très très grande. Oui, pour moi, c'est le croisement de ça, quelque chose de très juif et de très européen. Alors, avant de vous laisser le dernier mot, je voudrais citer juste quelques œuvres. Donc, on a parlé de Mon père et ma mère. Je voudrais parler aussi de votre livre, Dans le faisceau des vivants, qui est un livre magnifique, vraiment, Merci. qui est écrit donc au moment de la disparition d'Aaron Appelfeld, et qui est vraiment je ne sais pas comment le qualifier, parce qu'une oraison funèbre, c'est pas ça non plus. Un geste d'amour. Pour moi, c'est un livre de reconnaissance. Oui. Non, oui, dans les deux sens du terme. Et je voudrais citer donc le documentaire que j'ai déjà cité, qui s'appelle Ashulchan Shel Appelfeld, de 2004, de Adi Fuchs. Alors, on peut le voir sur YouTube pour les gens qui connaissent l'hébreu. Oui. Il n'est qu'en hébreu, sous-titré hébreu. Tout à fait. Donc, c'est un peu frustrant pour les gens qui ne le connaissent pas. Et puis, je voudrais aussi citer le documentaire auquel vous avez participé, qui s'appelle Le Kaddish des orphelins. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, on a tourné ce documentaire avec Arnaud Soli en 2 temps. Il y a quelques années déjà, je crois que c'était 2014 et 2015, on y est allé. En tout cas, il est paru en 2016. Voilà, tout à fait. Et j'ai passé chaque fois une semaine complète avec Aaron Appelfeld sous la caméra d'Arnaud, en abordant avec lui beaucoup de sujets qui évidemment qui sont là, mais qui ne sont pas tous présents puisqu'il faut faire un montage dans un documentaire, mais ce furent des moments d'une grande générosité de sa part, et je ne sais pas si on s'est dit plus de choses parce qu'il y avait la caméra, mais
Mais en tout cas, il a été très généreux, parce que je le sais maintenant, il était déjà très fatigué, comme on dit pudiquement, mais il ne le montrait pas du tout. Je voudrais rappeler aussi que vous êtes la co-scénariste d'une d'une mini-série qui est parue sur Canal+ il y a quelques semaines, qui s'appelle Possession. Oui. Eunice, vous parliez de mysticisme au début, on est vraiment dans le mysticisme, plutôt séfarade là. Voilà, tout à fait. On a entraîné le dibouk. Voilà, en hébreu, ça s'appelle dibukim. Oui, voilà. Au pluriel. Oui. Et je voudrais, comme dernière question, avant qu'on prenne les questions des spectateurs et auditeurs, vous demander quel type de privilège ça a été et c'est d'être la traductrice de Aaron Appelfeld? S'il fallait résumer, je pense que ça a été déjà celui de faire une rencontre comme on en fait peu dans une vie, qui est celle d'une sorte d'âme sœur, de frères. Il y avait quelque chose de très fraternel, contrairement à ce que des gens peuvent imaginer compte tenu de la différence d'âge. C'était pas un rapport filial. Il y avait quelque chose de profondément fraternel, et ce privilège-là se traduisait aussi, ou s'est traduit par, pour moi, de mon point de vue, la sensation de gagner des années de vie en le connaissant, dans le sens où son regard et sa voix m'ont permis d'affûter, je crois, peut-être ma voix, j'espère, mais en tout cas mon regard sur la vie, l'amour et le temps a totalement changé lorsque je l'ai rencontré. Donc ça, c'est un cadeau, c'est un don, parce que modifier son regard sur la vie, sur l'amour et le temps, c'est pas donné tous les jours. Et je crois que c'est ce cadeau-là, très profond. Et sur la langue, évidemment. Merci Valérie Zenati. Alors j'ai coiffé un casque parce que je crois qu'on va me glisser des questions dans le casque, à moins que Fabienne se fasse entendre par un micro. Oui, exactement, je vais me faire entendre. Donc j'enlève le casque, c'est voilà. ça? Oui, tout à fait. Le casque n'est pas nécessaire. Alors, beaucoup de questions ce soir pour notre invité, et j'en ai une de Erwan qui demande quel est selon vous l'héritier littéraire de Aaron Appelfeld, un auteur israélien, et quel est votre regard face aux nombreux romans utilisant pour toile de fond la Shoah? Alors, concernant la première question, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si vous, Gilles, vous voyez un héritier. Je ne suis pas sûre qu'Aaron Appelfeld est un héritier dans les lettres israéliennes. Mais j'en profite pour dire, parce que c'est plus surprenant peut-être, ça ne répond pas directement à la question, mais qu'il y a un chanteur israélien très connu qui, d'une certaine manière, se réclame d'Aaron Appelfeld, et qui est Ehud Banaï, pour ceux qui le connaissent, et qui, lorsqu'Aaron qui le connaissait, qui entretenait une relation avec lui, et lorsqu'Aaron est mort, il lui a rendu hommage publiquement en remontant sur scène. Et voilà, en apparence, on est très éloignés, mais c'est en tout cas un artiste israélien qui s'en réclame. Il faut dire que, à mon sens, Appelfeld est le moins israélien des écrivains israéliens. Oui, bien sûr. Par ses thématiques et même par son style, non? Ou disons qu'il parle, parce qu'il a tout de même, il est extrêmement lu en France, et il était très heureux de cette. Ça a été une sorte de renaissance pour lui, la publication en France. Mais en Israël, il conserve encore son public, et c'est peut-être un public qui reste qui est un peu plus juif qu'israélien d'une certaine manière, ou qui ne voit pas de contradiction dans le fait d'être juif et d'être israélien. Et donc la deuxième question. Et la deuxième question. Question que je vais. Quel est mon regard sur les romans? Voilà, quel est votre regard face aux très nombreux romans qui ont pour toile de fond la Shoah? Ah oui, donc d'autres romans que ceux d'Aaron Appelfeld. Alors, je répondrai en disant que je pense. Enfin, moi, j'ai été une petite fille hantée par la Seconde Guerre mondiale, et je pense que tout écrivain qui va vers cette période écrit parce qu'il est probablement hanté d'une autre manière. Personnellement, et je dis vraiment personnellement, donc c'est pas mon regard sur les autres, j'ai toujours senti que je pouvais pas m'approcher justement de ces années-là et de cette période-là seule. Et je pense que si je traduis l'œuvre d'Aaron Appelfeld, c'est justement pour, à ma manière, écrire sur ces années-là, mais en étant évidemment la voix de quelqu'un et non pas ma voix propre. J'ai le sentiment qu'une fiction
Mais voilà, c'est un sentiment. J'ai le sentiment qu'une fiction pure, détachée d'une expérience de la guerre, serait, pourquoi pas, peut-être louable, mais un texte dans lequel je trouverais pas forcément ma place. Et pourtant, j'en ai lu beaucoup. J'en ai lu beaucoup. Il fut un temps où je lisais tout ce qui me tombait sur la main. J'ai retrouvé mes journaux intimes il y a pas longtemps. Je pouvais lire à 15 ans un livre qui s'appelait 3 ans dans une chambre à gaz. Donc bon, je pense pas que c'est pas un livre qui a laissé une grande trace peut-être. Là, c'était pas un roman. Alors là, c'était pas un roman, non. C'était un témoignage. Non. Ça, c'était un témoignage, mais j'ai lu des romans. Y compris, je me souviens quand le choix de Sophie est apparu, il y avait un livre de Yael Dayan qui était un peu similaire, qui s'appelle Et si la mort avait 2 fils, et qui était un peu une anticipation du choix de Sophie. Je l'ai lu, j'ai lu beaucoup de choses. Aujourd'hui, alors peut-être parce que je traduis à Aaron et que je lis par ailleurs d'autres choses autour de la guerre, je préfère lire Charlotte Delbo et Imre Kertész. Personnellement, voilà. Mais c'est vraiment à titre personnel et peut-être qu'un livre me surprendra et que je passe à côté de certaines choses. Hein. Fabienne ? Question de Philippe qui demande à Valérie comment gérez-vous le dilemme, l'équilibre entre la traduction et la trahison. Comment la traductrice, la scénariste, l'écrivaine que vous êtes se situe-t-elle et pour les non-hébraïsants, à quel écueil herméneutique se confronte la traduction de l'hébreu vers le français littéraire ? Alors, quand j'ai commencé à traduire, on m'a posé cette question de traduction et trahison. Et d'emblée, il y avait cette confiance que m'avait accordée Aaron Appelfeld. Et je me suis dit, mais après tout, oui, évidemment, à partir du moment où on passe d'une langue à l'autre, on ne dit pas exactement la même chose et les langues ne peuvent pas dire exactement la même chose. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ce qu'on sait tous, et on est tous nourris de textes qui sont aussi traduits, je crois que pour moi, là, au contraire, j'ai pas le sentiment de trahir lorsque je traduis, mais d'essayer de servir de mon mieux. Alors bien sûr, en sachant qu'une trahison est perfectible et le sera toujours. J'ai dit une trahison. J'ai dit une trahison. Alors très beau lapsus. donc on va dire que je pars de la trahison pour essayer d'aller. Voilà, très bien, très bien. Donc je pars donc mon esprit m'a trahi. On va dire que je pars de la trahison pour aller vers la traduction. Et d'ailleurs. Je pense que si je dis ça, c'est aussi parce que j'ai tendance... Moi, je ne lis jamais les livres d'Aaron Appelfeld totalement avant de les traduire. Donc, je ne sais pas où il va. Et je ne veux pas le savoir. Je veux conserver dans la première traduction une tension littéraire. Et ensuite, je me lis, je me relis. Et ma première traduction est toujours extrêmement brute. Et peut-être qu'elle est elle-même une trahison dans un certain sens. Et ensuite, je peaufine, je travaille. Si on veut aller vite, concernant les problèmes qui peuvent exister dans la traduction de l'hébreu, c'est principalement, elles concernent les temps, qui sont bien différents en hébreu et en français, qui peuvent être des casse-têtes épouvantables. Absolument. Une autre question, Fabienne ? Sur vous, sur vos livres, cette fois-ci Valérie, projetez-vous, après Jacob, d'écrire un nouveau roman ayant pour cadre l'Algérie. Apparemment, il dit, nous sommes plusieurs à vous y encourager. C'est très gentil, ça me touche beaucoup, je sais qu'il y a un attachement à Jacob. Et moi-même, je reste attachée à ce livre. Alors, quand j'écris, je ne sais jamais où je vais. Je n'ai pas de projet d'écriture. Je ne peux pas m'engager dans un livre si son objet est trop précis pour moi. Je veux dire par là que le chemin qui m'a mené à Jacob a été assez long peut-être et là aussi pas immédiat. Je me suis pas levée un matin en me disant je vais écrire Jacob. Et je me suis pas dit un jour je vais écrire ce livre-là sur l'Algérie. J'ai pris des chemins détournés et je prends toujours des chemins détournés pour arriver vers un livre parce que si
je fais pas de plan. Si les choses sont trop claires pour moi, j'ai pas envie d'écrire le livre. Ça m'ennuie profondément. La vie m'intéresse beaucoup plus qu'écrire si je m'engage dans quelque chose avec une intention trop forte et trop prévisible. Alors peut-être, d'ailleurs, pour donner quand même un tout petit élément de réponse, j'ai écrit un autre livre sur Aaron Appelfeld qui s'appelle Mensonge, qui est paru en 2010 de son vivant. Et c'est le livre qui a précédé Jacob. Et dans ce livre, il y avait un petit passage où je parlais de l'Algérie. Et mon éditrice, Laurence Renouf, m'avait dit, écoute, là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Garde-le, mets-le de côté, ça sera peut-être dans ton prochain livre. Voilà, ça n'a pas été immédiat, mais d'une certaine manière, peut-être que ce passage qui n'avait pas sa place dans Mensonge annonçait Jacob. Et chaque livre, pour moi, contient en lui ce que le précédent a ouvert. Je ne sais pas encore exactement ce que Dans le faisceau des vivants a ouvert, mais peut-être qu'un jour, je retournerai d'une certaine manière vers l'Algérie. Ou pas. Marie nous dit qu'Appelfeld nous invite à cultiver notre part d'enfance dans Mon père et ma mère. Retrouve-t-on votre part d'enfance dans le conte que vous avez écrit Marie-Lou et le grand incendie? Qui est paru récemment, tout à fait, à l'Étoile des loisirs. Ça me touche beaucoup, cette question me touche beaucoup. Dans Marie-Lou et le grand incendie, je pense qu'on retrouve une grande part de moi, enfant et adulte. Je dis souvent que mes livres pour la jeunesse, et en particulier les contes, sont mes livres les plus autobiographiques, même si je pense qu'on les achète pas pour ces raisons. Et c'est donc quand Aaron parlait de cette part d'enfance, je pense que c'est effectivement un regard à conserver, une sorte de surprise et d'étonnement face au monde. Et quand j'écris pour la jeunesse, oui, j'écris avec le double regard de l'enfant et de l'adulte. Donc dans Marie-Lou, il y a moi enfant et moi très adulte. Mais bon, sous les traits d'une écureuil, je pense que je suis pas facilement reconnaissable. Alors j'ai une question de Noémie qui est un appel à l'aide et qui demande, qui nous dit qu'elle cherche désespérément le livre de Aaron Appelfeld, Le garçon qui voulait dormir, en hébreu, et elle se demande si s'il n'est plus édité, et voilà, elle vous demande si vous pouvez l'aider dans sa quête. Qui s'appelle d'ailleurs L'homme qui voulait dormir. Qui s'appelle Aïch Shelo Passak Lishon. Voilà. Donc l'homme qui n'arrêtait pas de dormir. Et puis on a un peu tourné autour du titre. Aïch Shelo Passak Lishon. Il me semble que le tirage est épuisé en Israël et que de ce que j'ai entendu, mais je pourrais peut-être me renseigner et donner la réponse d'une certaine manière par votre biais. Il me semble que le tirage est épuisé en Israël et que compte tenu des tourments de l'édition en Israël depuis la crise, il n'a pas été pour l'heure réimprimé, mais que c'est en cours de discussion. Alors j'ai une question de François qui demande si Aaron Appelfeld est enseigné à l'école, et notamment en Israël, et dans quel cadre? Alors pendant longtemps en Israël, il y a un livre d'Aaron Appelfeld qui s'appelle Katharina, qui est traduit en français, qui a été traduit, et pendant longtemps il a été au programme du baccalauréat en Israël. Et d'ailleurs, quand je disais tout à l'heure que Le Temps des prodiges était le premier livre que j'avais lu de lui, je crois que j'ai eu entre les mains Katharina, mais ça faisait à peine 1 an que j'étais en Israël et je n'étais pas capable de le lire. Donc ce livre-là était au programme. Il n'est plus, je crois, dans le programme officiel, mais il est enseigné par certains enseignants. Il faut rappeler que vous avez passé une petite dizaine d'années en Israël, entre 13 et 21 ans. Oui, tout à fait. Donc j'ai passé mon bac là-bas avec Aaron au programme, Madame Bovary, L'étranger, et Crime et châtiment, entre autres, et quelques livres israéliens. Alors j'ai un très joli mot de Fanny qui dit pas de question mais une constatation. J'ai eu la chance de rencontrer 2 fois Aaron Appelfeld et à chaque fois j'ai été profondément marquée par sa douceur, la douceur de sa voix, de son regard. Il m'est impossible de lire 2 livres d'Appelfeld à la suite tant son écriture est forte. Je sors toujours très ébranlée à la fin de chacun de ses livres.
Est-ce que vous partagez ce regard, cette émotion, Valérie? Bien sûr, et je trouve que c'est un très beau témoignage et qui est à la fois évidemment très très personnel et singulier, mais qui me rappelle aussi toutes les rencontres qu'on a pu faire quand Aaron venait en France. Et il avait un mot pour chacun, un regard pour chacun, une façon de voir les gens, de les voir réellement. Je ne l'ai jamais vu hocher la tête distraitement face à quelqu'un. Je l'ai vu reconnaître des visages 5 ou 6 ans après les avoir vus et se souvenir parfois des prénoms ou de la fonction des personnes. Donc oui, il y avait ça. Et puis surtout, ces textes, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il... ayant été lui-même privé de langue et ayant été un nouvel immigrant, comme on dit, qui devait apprendre l'hébreu, il avait vraiment le souci d'être accessible. Et ce qui me frappe, c'est de voir la diversité de son lectorat. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément de grands lecteurs et qui sont très touchés par l'œuvre d'Aaron. Et chacun l'entend à sa manière aussi. Et en France, je trouve qu'il y a une diversité d'approches très très grande. Est-ce que c'est en France qu'il a eu le plus de succès, en dehors d'Israël, ou dans d'autres pays? Voire plus qu'en Israël parfois. Oui. oui, parfois, oui. Alors en Israël, il a eu tous les plus grands prix. Il a eu le prix Brenner, le prix d'Israël. En Allemagne, il a eu le prix Nelly Sachs. Et il a une reconnaissance. Et il a été couronné dans plusieurs pays, en Allemagne, en Espagne, en Italie et dans d'autres, évidemment. Mais il y a eu, et lui-même le reconnaissait, une histoire très particulière avec la France et un succès de librairie particulièrement important. Parce que l'heure tourne et on va devoir s'arrêter, mais on a une question de Myriam qui demande comment vous pourriez caractériser le style inimitable d'Aaron Appelfeld. Le style, je dirais que c'est un style économe, transparent et qui possède une puissance d'évocation extraordinaire. Voilà. Économe, transparent, évocateur. Mais moi-même, parfois, lorsque je relis certains passages, j'ai l'impression d'avoir traduit quelque chose qui... Voilà, où tout était là, le son, la lumière. Je dis souvent qu'Aaron aussi est un grand musicien, un grand éclairagiste dans son style. Il a un style qui a sa propre musique et il a une façon d'éclairer ses livres. Une chose est sûre, quand je disais que je vois ce que je traduis, il y a toujours une indication sur la lumière. Aaron décrit beaucoup plus la lumière et les jeux de lumière et d'ombre et de lumière que l'apparence physique de ses personnages. Donc c'est aussi un grand compositeur et un grand chef éclairagiste dans son style. Valérie Zenati, merci beaucoup. C'était un plaisir de converser avec vous, d'avoir un autre éclairage que celui de l'auteur sur son œuvre. C'est très agréable. Ça m'a rappelé un peu, j'ai suivi des cours de Chonosh Merouk à l'Université hébraïque de Jérusalem sur Isaac Bashevis-Singer. Il avait connu intimement Isaac Bashevis-Singer. J'ai eu la sensation de vivre à nouveau un moment comme ça avec vous. Magnifique. D'approcher autrement Aaron Appelfeld que de l'entendre ou de le lire. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Valérie. Bonne soirée.